Imaginez, vous prenez une belle photo de famille, par exemple. Mais quelques instants après, un drame terrible se produit. Et là, du coup, vous avez immortalisé le calme juste avant la catastrophe ou la tempête. Eh bien, c'est justement ce genre de cliché qu'on va voir dans cette vidéo. Parce que rapprochez-vous, vous êtes sur Conte Fécond. Et depuis quelques mois là, je vous présente des photos qui n'ont a priori rien de bien spécial. Et qui souvent sont même plutôt joyeuses ou innocentes. Par exemple, on avait vu un couturier qui prenait la pause, un selfie sur un bateau, une demande en mariage. Cependant, quand on creusait derrière les clichés, il y avait un truc à chaque fois horrible à la fin. Du coup, aujourd'hui, on ne fait pas défaut à la règle et on verra entre autres le cliché d'une mère et de son fils au bord d'un lac, un couple souriant sur un hydravion ou encore un mot déchirant laissé par un enfant à sa maman. Alors, cette première photo a été prise en Californie le 8 juillet 2020. Et le cliché montre deux silhouettes qui s'éloignent d'un véhicule en direction d'une plage. Là, la grande silhouette au centre de l'image, c'est Naya Rivera. Et il se trouve que c'est une actrice et une chanteuse américaine de 33 ans qui est connue pour son rôle dans une série appelée Glee. Et la petite silhouette à gauche ici, c'est son fils de 4 ans et le père s'appelle Ryan Dorsey. Et là, du coup, au fond du cliché, on aperçoit le lac Piru. Alors c'est un lac artificiel assez prisé dans le coin parce que la baignade y est autorisée. Et du coup là, Naya a prévu de faire un barbecue avec son fils au bord de l'eau. Mais finalement, en arrivant sur place, elle décide de louer un bateau. Sauf que 3 heures plus tard, le loueur de bateau ne les voit pas revenir à l'horaire prévu. Une recherche est rapidement lancée et au bout d'environ 1 heure, le bateau de location est retrouvé. Mais à bord, il n'y a que le petit José qui dort avec un gilet de sauvetage. Là, la police l'interroge. Et José raconte alors que dans l'après-midi, il a sauté dans l'eau avec sa maman. Là, ils ont nagé un peu, mais Naya lui a rapidement dit de remonter dans le bateau. Parce que, en effet, l'embarcation avait commencé à dériver et à tanguer violemment à cause du vent. Là, le petit José se souvient alors que sa maman l'a aidé à remonter dans le bateau, mais ensuite, elle n'a pas réussi à remonter. Elle a alors tendu la main, elle a appelé à l'aide, et de son côté, José a cherché une corde sur le bateau pendant qu'elle était en train de se débattre dans l'eau, mais sans gilet de sauvetage. Et Naya a alors prononcé le nom de son fils une dernière fois avant de disparaître dans les profondeurs. En tout cas, les recherches pour trouver le corps de Naya se poursuivent pendant plusieurs jours et des équipes de plongée de toute la région participent. Mais ce n'est que le 13 juillet, soit 5 jours après, que un corps flottant est retrouvé et c'est bien celui de Naya. Là, l'autopsie confirme bien qu'il s'agit d'une noyade accidentelle. Aucun signe de blessure, ni même d'intoxication n'est retrouvé. J'ai découvert que Naya avait disparu après avoir reçu un appel de mon beau-père. J'étais dans un supermarché, je me suis effondré sur une palette de boissons. Je redoutais le pire. Je suis immédiatement monté dans ma voiture et j'ai roulé à toute vitesse les 230 km jusqu'au lac. J'avais les feux de détresse allumés et je pleurais pendant tout le trajet. Je voulais rejoindre Josie. Si on avait perdu Naya et Josie, je ne sais pas comment j'aurais continué ma vie. Ça me bouleverse qu'il ait pu assister à ces derniers instants. Depuis, les vacances d'été sont particulièrement difficiles pour lui. Bon, d'après le shérif du comté, Naya et son fils se sont probablement retrouvés pris dans un courant d'arrachement. En fait, c'est un fort courant qui peut se former le long des océans et de grands lacs, y compris en France. Et souvent, les victimes sont entraînées loin de la plage. Elles essaient alors de nager à contre-courant, elles se fatiguent, elles finissent alors par se noyer. Sachant que quand même, Naya, la mère, était une nageuse expérimentée. Mais le lac Piru est quand même connu pour être dangereux, notamment à cause d'une mauvaise visibilité, de débris, de courants intenses et de vents violents. Sachez qu'en tout cas, une quinzaine de personnes environ se sont noyées dans ce lac depuis les années 90. Cette deuxième photo nous amène en Chine le 8 novembre 2017. Et là, l'image est, je suis désolé, elle est pas de très bonne qualité. Et on devine un homme accroché au sommet d'un gratte-ciel sans doute. En fait, pour la plupart des gens, cette situation, elle est anormale, elle est terrifiante. Mais non, pour Wu Wongning, c'est la routine. Parce qu'en fait, c'est un jeune chinois de 26 ans qui pratique ce qu'on appelle le roof stopping. En fait, ça consiste à escalader des immeubles extrêmement hauts sans aucun équipement de sécurité. C'est une activité qui est très risquée et qui est totalement illégale. Et du coup, dans son cas, après avoir fait des essais à la télé ou au cinéma, Wu est attiré par le roof stopping. Et là, il est content parce qu'il peut mettre à profit sa formation en arts martiaux. Sachant qu'en quelques années, Wu devient connu comme le premier roof topper de Chine. Là, ses réseaux sociaux cumulent des dizaines de milliers d'abonnés et des millions de vues. Et dans ses vidéos, il fait des saltos périlleux, il se suspend à une main au bord des gratte-ciel et souvent, il fait des tractions et des abdos en étant suspendu au-dessus du vide. Alors, bien sûr, il fait ça pour l'adrénaline, mais aussi parce qu'il commence à en tirer quelques revenus. Et justement, le 8 novembre 2017, Wu Wongning s'apprête à relever son défi le plus audacieux. Parce que là, il va escalader le toit du centre Wuhaiwan Wua. Désolé, la prononciation, ça va pas. C'est un immeuble de 62 étages, voilà. Et en fait, il participe à un challenge sur Internet pour tenter de remporter une récompense d'à peu près 15 000 $ américains. Là, Wu donc prend l'ascenseur jusqu'au 40e étage, puis il grimpe les 20 derniers. Et là, une fois en haut, il pose son téléphone pour immortaliser son nouvel exploit. Et
là, il commence à faire ses premières tractions habituelles, mais la surface du bâtiment, elle glisse vraiment beaucoup. Et le truc, c'est que Wu, il galère vraiment et il a du mal à se relever. Et il finit alors par tomber. Il fait alors une chute de 15 mètres et il atterrit sur une terrasse en contrebas. Et il décède alors des suites de ses blessures, probablement peu après l'impact, quoi. Et son corps est alors retrouvé plus tard par un laveur de vitres. Wu avait prévu de demander sa petite amie en mariage le lendemain du défi. Il avait besoin d'argent pour le mariage et pour les soins médicaux de sa mère malade. C'est pour ça qu'il a tenté ce défi. Il a été trop loin en essayant toujours des choses qui sont au-delà de ses capacités. Je l'ai même sauvé une fois. Depuis, on avait arrêté de faire du rooftoping ensemble. Wu est de ces gens qui feraient n'importe quoi pour leurs proches, absolument n'importe quoi. Tandis que les réseaux, dans leur quête de profit, en bénéficient en tant qu'intermédiaires. Alors, sur Internet, les abonnés de Wu ont commencé à s'inquiéter lorsqu'il a cessé de publier sur les réseaux sociaux. D'ailleurs, sa petite amie et sa famille ont finalement confirmé son décès 1 mois plus tard. Alors, sachons-le, mais régulièrement, des gens font des chutes mortelles en pratiquant le rooftoping, même d'autres disciplines qui y ressemblent. Alors pour cette troisième photo là, on remonte un peu dans le temps jusqu'en 2003 et ça se passe en Amérique du Nord. Et là, le cliché montre un couple qui a la quarantaine. Ils sont sur le flotteur d'un hydravion posé sur l'eau. Là, lunettes de soleil, treillis militaires, chaussures de marche, sac de voyage. Et voilà, ils sont prêts pour l'aventure. Et là, l'homme à gauche s'appelle Timothy Treadwell et il est passionné par les ours. En fait, il a écrit des livres et réalisé plusieurs documentaires. Et pour réaliser justement ces docus, il va camper sur le territoire des ours dans le parc national de Katmai, en Alaska, pendant l'été. Ce qui est assez marrant puisque ça me rappelle des gens qui sont passionnés par des animaux mythiques dans Noisuli. Mais en tout cas, de son côté, Timothy, il est connu quand même pour s'approcher de très près des ours qu'il observe, allant quand même parfois jusqu'à les toucher et à jouer avec leurs oursons. Ce qui est quand même très audacieux, faut être clair. Mais le service des parcs nationaux s'inquiète de son comportement. Et les gardes forestiers signalent que Timothy commet de nombreuses infractions, notamment camper dans des zones interdites, stocker sa nourriture de façon inappropriée, ou même harceler les animaux sauvages. Donc docu sur les ours, mais limite quoi. Et du coup on arrive à l'été 2003. Là, Timothy s'aventure dans une zone hostile où les ours sont peu habitués à la présence humaine. Et là, il installe son campement près d'une rivière à saumon où les ours sauvages viennent se nourrir. Et il est donc accompagné de Amy Ugnar, sa petite amie de l'époque, qu'on voit juste là sur la photo. Et vous remarquerez à quel point les deux ont la même tronche, quoi. Vraiment, c'est pareil, quoi. Ils l'ont cloné et puis je sais pas ce qui s'est passé. Mais bon, en tout cas, ils vont bien ensemble. Mais néanmoins, il y a un truc qui fit pas sur eux, c'est que Amy, elle a peur des ours. Et elle se sent très mal en leur présence. D'ailleurs, dans son journal, Timothy écrit que les ours sont plus agités que d'habitude. Et d'ailleurs, ils n'arrêtent pas de s'attaquer entre eux. En fait, les ours, ils commencent à prendre le max de graisse possible avant l'hiver. Et donc, pendant ces moments-là, ils sont davantage sur leur garde. Ils font des provisions avant d'hiberner. Sauf que la nourriture, elle est assez rare cette année-là. Ce qui rend les ours un peu plus agressifs que d'habitude pour pas se faire chipper leur bouffe à leurs voisins, quoi. C'est un peu la sélection naturelle. Bref, finalement, vers fin septembre, le couple range ses affaires et se prépare à rentrer. Sauf qu'ils se disputent avec le vendeur de billets d'avion au sujet des tarifs. Du coup, comme ils peuvent pas rentrer parce qu'ils sont saoulés par le prix, ils retournent dans leur campement pour 1 semaine de plus. Et là, de retour sur place, Timothy, il kiffe. Parce qu'il filme un gros ours qui chasse du saumon dans la rivière. Sauf que quand même, il dit à la caméra qu'il ne se sent pas très à l'aise face à cet ours. Bon là, le lendemain, le pilote de taxi aérien arrive au campement pour les récupérer. Sauf que le camp est vide, à l'exception d'un grand ours mâle qui garde les lieux. Là, une enquête est ouverte et les restes mutilés du couple sont rapidement découverts. La tête, une partie de la colonne vertébrale, l'avant-bras et la main de Timothy sont retrouvés à proximité du campement. Et une partie des restes de Amy sont retrouvés près des tentes déchirées. Là, l'ours présent sur place est abattu et une autopsie révèle la présence de doigts et de membres humains dans son estomac. Pour moi, le comportement de Treadwell était prémédité. Il y avait quelque chose de suicidaire chez lui. Il parlait souvent dans les enregistrements, dans les lettres ou dans ses journaux du fait qu'il voudrait mourir au cours d'un combat avec un ours. Dans le cas d'une rencontre avec l'animal qu'il a tué, je pense que celui-ci l'a vu comme un ours rival, parce que les grizzlies attaquent rarement les humains, mais ils se tuent entre eux. Ce sont des cannibales. Bon, une caméra est retrouvée sur place et manifestement, elle a filmé l'entièreté de la scène, mais voilà, la vidéo n'a jamais été diffusée. En fait, apparemment, l'image est sombre, il y a juste du son, peut-être qu'il faisait nuit à ce moment-là, sans doute pendant la nuit, il y a eu l'attaque. Là, dans la vidéo, on entend Timothy qui hurle qu'il est en train d'être tué. On entend ses cris d'agonie alors qu'il est dévoré. En fait, il s'agit du seul cas connu de mort par un ours dans ce parc-là national.
Alors, notre 4e photo est très récente puisqu'elle date de 2025. Et là, il s'agit de la dernière photo d'une certaine Liberty Rowan Hall. C'est une jeune fille de 10 ans qui vivait aux États-Unis dans le Kentucky. En fait, Liberty, elle adorait être avec ses amis, ses cousins ou même ses proches. Elle adorait faire rire les gens, fabriquer des costumes et mettre des paillettes. Alors, je parle au passé, vous allez comprendre pourquoi. Et elle était aussi très attentive au bien-être des autres. D'ailleurs, elle aimait beaucoup les animaux, en particulier les grenouilles. Mais malheureusement, Liberty souffre d'une profonde dépression depuis plusieurs mois. Par contre, la raison n'a pas été rendue publique, on sait juste que c'était une grave dépression. Et d'ailleurs, c'est l'occasion de rappeler que la dépression n'a pas d'âge. Et dans le cas des enfants, parce que c'est possible, on parle de dépression infantile. Et ce qui est assez fou, parce que c'est quand même un vrai phénomène qui est quand même répandu, mais très peu connu, voire même tabou chez certains. En fait, les cas de dépression et d'anxiété chez les enfants, ou même les ados, sont quand même en forte augmentation ces dernières années. Et selon l'OMS, la moitié des troubles mentaux apparaissent avant l'âge de 14 ans. Et ils passent souvent inaperçus et restent non traités. Mais heureusement, la petite Liberty n'est pas négligée par ses proches. Et elle est soutenue, elle est suivie par les médecins et puis par sa maman. Mais malheureusement, c'est quand même une dépression grave parce qu'elle a fait plusieurs tentatives pour mettre fin à ses jours. Durant ces mois, j'ai fait tout ce que j'ai pu. Médicaments, armes, rasoirs et autres objets dangereux étaient tous enfermés dans un coffre-fort. Je restais à côté d'elle 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Quand sa thérapeute m'a dit que je pouvais commencer à lui donner plus de liberté, je l'ai fait. J'ai réautorisé Liberty à entrer dans sa chambre, porte ouverte, et on y a installé une caméra. Je la surveillais constamment. Il y a quelques jours, je l'ai serrée contre moi et je lui ai dit « Te serrer contre moi et te respirer me calme ». Elle a blotti sa tête contre mon cou parce que ça l'avait réconfortée aussi. Mais peu après, Liberty tourne la caméra de sa chambre et là, elle verrouille sa porte. Et le lendemain, sa mère la retrouve inconsciente dans sa chambre. Là, elle essaie de réveiller sa fille, mais ses yeux regardent dans le vide. Là, rapidement, Liberty est emmenée à l'hôpital, sauf que c'est trop tard. Son cœur ne bat plus et elle s'est vidée de son sang. En fait, avant de partir, Liberty a laissé un dernier mot à sa maman. Elle lui écrit qu'elle l'aime, qu'elle a été la meilleure mère qu'elle ait pu rêver d'avoir et qu'elle ne doit surtout pas s'en vouloir, qu'elle est désolée. En fait, pour qu'une enfant en arrive là, c'est qu'elle a atteint un seuil de souffrance immense, un seuil qu'elle ne peut pas encaisser. Suite à ça, la maman de Liberty a décidé de raconter publiquement cette histoire. Et elle espère que, en tout cas suite à ça, ça pourra peut-être aider d'autres parents à sauver leur enfant avant qu'il ne soit trop tard. Alors, notre prochaine photo nous amène sur l'île de Lombok, en Indonésie. Et là aussi, ce drame s'est déroulé très récemment, en juin 2025. Et sur le cliché, on voit juste une femme de haut, assise dans la terre et les cailloux. Et il s'agit de Juliana Marins, une touriste brésilienne de 26 ans. En fait, depuis plusieurs mois, elle effectue un long voyage en sac à dos à travers l'Asie du Sud. Et après avoir visité plusieurs pays, c'est donc au tour de l'Indonésie. Là, Juliana décide alors de partir à l'ascension du mont Rinjani, qui est un volcan encore actif et qui culmine à près de 3700 mètres d'altitude. C'est sympa. Sachant que ce volcan, je vous le dis, il attire chaque année de nombreux touristes en soif de challenge, mais c'est un sommet qui demande de la préparation. Les ascensions durent généralement 2 à 4 jours et il faut quand même une bonne condition physique, de l'équipement et un encadrement professionnel. Parce que, en effet, la région, elle est connue pour ses sentiers escarpés et sa météo assez imprévisible. Et en plus, l'oxygène se fait rare sur une grande partie du parcours. Bref, là, Juliana s'élance donc avec 5 autres touristes et un guide en direction du sommet. Mais après un certain temps, elle se sent très fatiguée, elle demande à faire une petite pause, Et là, de ce qu'on sait, le guide lui propose alors de rester ici et de le rejoindre un peu plus loin. Puis lui, il continue avec le reste du groupe. Au bout de 15 à 30 minutes, Juliana n'est toujours pas apparue. Je suis retourné la chercher, mais je l'ai pas trouvée. J'ai réalisé qu'elle était tombée en voyant la lumière d'une lampe torche dans un ravin à environ 150 mètres de profondeur. Et j'ai entendu la voix de Juliana appeler à l'aide. J'ai désespérément essayé de lui dire d'attendre les secours. J'ai appelé l'organisation où je travaille, car il m'était impossible d'intervenir à cette distance sans équipement de sécurité. Alors, je précise que la version des faits du guide est quand même très contestée. En fait, certains pensent qu'il l'a laissée pour morte en constatant qu'elle avait chuté. Mais en tout cas, Juliana a bel et bien glissé sur une falaise raide, mais elle est encore en vie. Alors ça, on peut en être sûr plus tard dans la journée, parce que d'autres touristes passent aussi par ici. Et d'ailleurs, ils déploient même un drone pour localiser Juliana. Là, les images permettent de confirmer qu'elle est encore consciente et bien vivante. Et c'est à ce moment-là qu'ils prennent la dernière photo d'elle. Celle-là. En parallèle, la famille de Juliana apprend la nouvelle et lance une grande campagne d'appel à l'aide sur les réseaux sociaux. Ils contactent aussi l'ambassade et les gens sur place, sauf que les secours mettent
beaucoup de temps à arriver. Et une fois sur place, il galère à atteindre Juliana. Là, le terrain est accidenté, extrêmement raide, et il y a un brouillard épais qui bloque la visibilité. Et comme si ça ne suffisait pas, des fausses infos circulent. Par exemple, les autorités indonésiennes disent que des grimpeurs ont réussi à descendre jusqu'à Juliana et à lui donner à boire et à bouffer. Sauf que la famille découvre que c'est un mensonge. En réalité, l'équipe de secours n'a pas assez de cordes pour l'atteindre. D'autant plus que, étonnamment, assez fou, mais Juliana se déplace et, on ne sait comment, elle tombe de plus en plus bas. Parce qu'au début, on l'avait repérée à 150 mètres de profondeur, ce qui est quand même très profond, hein, c'est un immeuble de 50 étages quand même. Et puis à un moment, on la retrouve à 300 mètres de profondeur et enfin, on la retrouve à 600 mètres de profondeur. On peut mettre 2 tours Eiffel, quoi. Aucun sens. Bref, Juliana reste alors coincée en bas pendant 3 jours, sans eau, sans nourriture et sans soins. Et finalement, les équipes de secours arrivent à l'atteindre, mais c'est trop tard. Ils vont découvrir alors le corps sans vie de Juliana. Et là, l'autopsie conclut qu'elle est décédée d'une hémorragie interne, sachant qu'elle avait de nombreuses fractures osseuses. En tout cas, ce drame a fait beaucoup parler au Brésil. Et le président Lula est même intervenu pour que le gouvernement prenne en charge le rapatriement du corps. Alors, derrière notre 6e et ultime photo se cache un événement tragique aux États-Unis, plutôt comme ça. Et là, nous sommes le matin du 14 décembre 2012. Et on peut voir dessus un enfant faire une grimace à la caméra. Et cet enfant, c'est Jesse Lewis, qui est un petit garçon de 6 ans. Et derrière lui, il y a la voiture de sa maman. Et Jesse vient d'écrire « Je t'aime » dans le givre avec ses doigts. Bref, c'est un matin classique avant d'aller à l'école. Et aujourd'hui, la classe de Jesse doit construire des maisons en pain d'épices. Mais la journée va rapidement prendre un autre tournant, puisque Emma et Renz étaient dans la classe de Jesse et elle raconte ce qui s'est passé. On était assis ensemble en train de lire un livre. On entendait des bruits de coups dans les couloirs. Mais ça nous a pas trop alarmés parce qu'il y avait des travaux à côté. Donc on n'y a pas prêté attention jusqu'à ce qu'un type entre dans ma classe avec une arme à feu. Il a commencé à tirer sur tous mes amis et camarades de classe. Il a tiré sur ma professeure, puis il allait me tirer dessus. Mais à ce moment-là, Jesse Lewis nous a crié que son arme était enrayée et qu'il devait recharger, et qu'il fallait s'enfuir. C'est ce qu'on a fait. J'ai percuté le tueur en sortant. Et en effet, seulement 30 minutes après le début de la journée, une fusillade a éclaté dans l'école. Et le tueur s'appelle Adam Lanza et il est âgé de 20 ans. Là, il vient d'abattre sa propre mère à son domicile avant de se rendre à l'école. Sachant qu'il porte un uniforme noir, des lunettes de soleil, un bob, une veste de pêche et un masque. Et il a 4 armes à feu. Là, Adam pénètre dans l'école primaire et tire sur toutes les personnes qu'il croise. Et quand la police arrive, il se donne la mort. Sachant que la tuerie n'aura duré que quelques minutes. Mais c'est l'une des pires fusillades scolaires du pays. Sachant qu'Adam a abattu 27 personnes, dont 20 enfants. Et parmi eux, le petit Jesse Lewis. En effet, Jesse a compris que le tireur devait recharger son arme, alors il a crié à ses camarades de classe de courir pour s'enfuir. Mais quand le tireur a réussi à la recharger, il lui a directement tiré une balle dans la tête, un peu pour se venger. En tout cas, en criant de s'enfuir, Jesse a sauvé la vie à 9 de ses camarades. Et ce petit garçon est alors devenu un héros. Et suite à ça, les élèves qui ont survécu, comme Emma, ont souffert d'un profond syndrome du survivant. D'ailleurs, la dernière photo de Jesse est d'autant plus déchirante. En fait, tout s'accumulait, le fait qu'il ait écrit « Je t'aime » à sa maman, qu'il avait l'air heureux, et qu'il ait été tué en sauvant des vies. Et 3 jours après cette perte tragique, la maman de Jesse est retournée à la ferme familiale. Et sur un tableau noir, dans la cuisine, elle a trouvé un mot que Jesse avait écrit la dernière fois. Et il avait écrit sur ce tableau, on sait pas pourquoi, mais nourrir, guérir et aimer. Donc une formulation très mature et quand même assez profonde pour un enfant de 6 ans. En tout cas, depuis, la maman de Jesse a créé la fondation Jesse Lewis Choose Love, qui est une association qui diffuse gratuitement des messages de paix en mémoire de Jesse. Et les 3 mots, nourrir, guérir et aimer, sont devenus les valeurs fondamentales de l'association. Et depuis, elle est intervenue dans près de 10 000 écoles à travers le monde pour diffuser ces valeurs. Eh bien écoutez, voilà pour nos photos du jour. En tout cas, j'espère que ces histoires assez terribles et parfois très touchantes vous ont captivé. Si de votre côté, vous êtes déjà arrivé d'avoir des photos qui ont pris des tournants inattendus, n'hésitez pas à les raconter en commentaire. Et avant de conclure, je vais quand même vous parler du rapport entre les photos et les rêves. Parce que peut-être que vous avez déjà rêvé de photos. Et si ça vous arrive, sachez qu'il peut y avoir plusieurs significations possibles. En fait, les photos représentent des souvenirs et potentiellement un événement passé sur lesquels vous avez peut-être besoin de revenir. Et du coup, rêver de se voir en photo, ça peut aussi signifier que vous avez besoin de réfléchir sur vous. Après, il y a plein d'interprétations possibles, bien sûr. Mais très clairement, si vous adorez les rêves, je pense que ma saga Noisuli, qui sortira très bientôt, le tome 1 en tout cas, devrait vous passionner. Le bouquin est à l'envers, donc c'est beaucoup mieux comme ça. Si ça vous intéresse de suivre les futures avancées et de savoir quand le livre sera disponible, ainsi que plein d'autres exclus, vous pouvez vous inscrire à ma liste privée Morpho, où je vous mets le lien directement en description. Sur ce, moi je vous souhaite bonne nuit, faites de beaux rêves, à bientôt.